Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 143. Oui, les 150 approchent. On aura prévu quelque chose pour ce moment. On vous racontera ça plus tard. Nous sommes toujours le 15 septembre 2025. Je suis Horacio González et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Yannick. Yannick, tu es où? Ah oui, derrière la manette. Et qui peut se cacher derrière un parapluie? C'est sans doute Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Et derrière les dinosaures de TechMeUp, il y a sans doute Mathieu. Mathieu, comment tu vas? Bien. Donc, vous étiez avec nous dans notre épisode précédent, mais pour ceux qui l'ont loupé, vous pouvez vous présenter rapidement? Allez, on change l'ordre. Yannick, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Je suis toujours développeur Rust chez Clever Cloud et je m'occupe toujours des bases de données serverless. Et tu es toujours passionné par la réalité virtuelle, vu ce que tu nous racontais le dernier épisode. Johan, qui tu es? Moi, je suis toujours SRE chez Clever Cloud et je suis dans l'équipe Materia et je m'occupe de systèmes distribués comme avec des technos comme Pulsar et Fondation DB. Nickel. Et là, le parapluie montre que je suis bien brestois vu que il faut se protéger surtout en ce moment. C'est faux, il y a du soleil. Il y a du soleil chez toi. Attends, moi je suis à 20 km et il n'y a pas du tout. Moi, je suis à Brest même là et il pleut bien. Fake news, Yannick. Et Mathieu, il nous rappelle qui tu es? Mathieu, je travaille chez Soprasteria, je suis tech advocate, donc je m'occupe de la communauté technique de Soprasteria et je m'occupe aussi de toute la plateforme ingénierie DevOps, on l'appellera comme on veut, donc l'outillage des projets, et vous me connaissez peut-être aussi sous mon pseudo Yodamad. Parfait, les amis, on commence. Et Yannick, juste avant de démarrer cet épisode, tu me parlais encore un autre petit drame dans la tech, cette fois sur l'intelligence artificielle et un modèle que nos amis suisses ont sorti. Tu veux nous rappeler de quoi on parlait? Oui, il y a quelques temps, une boîte française a sorti un modèle fondationnel d'IA qui s'appelait Lucie et qui a eu un retour de flamme des plus spectaculaires parce qu'il n'était pas capable de faire des additions. Un des retours de flamme les plus injustes aussi, mais en effet, oui. Je me souviens. Et cette controverse a eu comme fondation du fait que les personnes n'ont pas compris réellement ce que c'était. Un modèle fondationnel, c'est quelque chose qui permet de faire des vrais modèles qui servent à quelque chose. Sauf que ça a été marketé comme un langage qui pouvait faire quelque chose dans un chat. Donc les gens ont utilisé le chat. Et comme le résultat n'était pas celui attendu, la réaction a été encore les Français qui essayent de faire des trucs comme les Américains, pas top quoi. Et maintenant, la même chose est arrivée de l'autre côté de la frontière, c'est ça? C'est ça. Du coup, il y a nos amis suisses. Donc, c'est plus des universités qui se sont occupées de ça, donc l'EPFL. Et l'ETH, je crois que ça s'appelle l'autre université associée, qui ont créé un autre modèle fondationnel qui s'appelle Apertus. Donc maintenant, à voir qu'est-ce que va devenir ce modèle, est-ce qu'il va subir les mêmes problèmes ou pas. Les spécificités qu'ont Lucie et Apertus, c'est ce qu'on appelle des modèles qui sont open source, open weight. En gros, on va avoir deux catégories, les open source. Donc en gros, c'est de dire voilà comment ressemble la topologie. Mais on ne donne pas la manière, en fait, de comment est-ce que les langages ont été entraînés. On donne juste le résultat final, et à partir du résultat final, on peut construire par-dessus d'autres trucs. C'est ça. Mais si on veut revenir en arrière plus bas,
bah, en fait, on est bloqué parce qu'on se retrouve à avoir une couche qui est complètement hermétique. Et Donc- surtout, on n'a aucune notion des biais qui ont pu être introduits de façon fortuite ou de façon volontaire pendant l'entraînement de ces modèles-là. Tu as que les résultats. C'est ça. Et donc, Lucie et Apertus, en fait, leur point d'orgue, c'est de fournir à la fois les données d'entraînement, les protocoles d'entraînement et les topologies. Ça Et donc- permet à n'importe qui a la puissance de calcul de pouvoir reconstituer le résultat final. Et en même temps, ça permet à des chercheurs d'analyser ces modèles, ces données d'entraînement, ces protocoles d'entraînement et détecter des possibles biais dus à cet entraînement, que ça soit fortuit ou culturel ou volontaire. Donc, quelque part, c'est un travail que c'est pas pour créer quelque chose à donner clé en main au grand public, c'est créer, on pourrait presque dire, un méta-LLM qui permet de créer les LLM bien finis derrière, quoi. Donc, comme pour Lucie, l'objectif d'Apertus n'était jamais de remplacer votre ChatGPT, Claude, Mistral directement, mais de créer la base pour pouvoir faire d'autres LLM basés sur des vraies données ouvertes. Après, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'après l'échec de Lucie, ils ont utilisé la même façon de l'annoncer, le même marketing. C'est comme, bon, la première fois que quelqu'un a fait ça, ils se sont vautrés, donc on va refaire la même chose pour espérer un résultat différent. On n'apprend pas de nos erreurs, d'accord. Après, Peut-être que la troisième phrase sera la bonne. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant qu'en Europe, on essaie quand même de créer ce modèle fondationnel. On parlait dans l'épisode précédent de comment c'était, à notre sens, plutôt une bonne nouvelle qu'un des géants de la tech européenne, ASML, a investi en Mistral et que Mistral reste quand même une boîte européenne. Mais mine de rien, Mistral, ça reste un LLM, et certes, et open source, c'est-à-dire les modèles entraînés, il y a des versions que tu peux installer toi-même, mais on ne connaît pas la façon qu'on s'est entraîné. Pour moi, un modèle fondationnel, c'est vraiment plus dans l'équivalent de la recherche fondamentale, quoi. C'est ça qui va permettre d'aller plus loin, de créer d'autres modèles derrière. Et donc, je trouve super intéressant qu'en Europe, il y ait plusieurs initiatives qui vont dans ce sens-là. Carrément. Carrément. Bon, alors, qui va nous raconter un autre délire qu'on a prévu? Qui va se lancer? On peut parler du Vishing, parce que tu nous as appris ça, là. On a tous cru que tu parlais de Vishnu. On s'est dit, tiens, tu t'es mis Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un nouveau mot que j'ai appris semaine dernière. Écoute, on apprend tous les jours des mots, des Vishing. Et on donne une piste. Ça a quelque chose à voir avec les phishing. Alors, vous voyez où est-ce qu'on va y arriver? Que veut dire ce V? Bah, ce V-là, ça veut dire voice. La voix, de phishing par la voix, c'est que quand j'ai expliqué tout à l'heure le concept, je crois que c'est Mathieu qui a dit oui, l'arnaque au directeur. Oui, en gros. C'est basiquement le type de phishing que se fait souvent à grand coup de IA en faisant un appel qui se fait passer par quelqu'un, les PDG, les services juridiques, la police, le président du gouvernement va savoir et qui te dit c'est une urgence de sécurité nationale, c'est très important, donnez-moi les mots de passe des comptes bancaires de la boîte. Ou donnez-moi les mots de passe des comptes route des systèmes. Bah, en fait, les phishing devient de plus en plus dangereux à la mode, on va dire, surtout avec tous les systèmes qui permettent de reproduire facilement des voix à grand coup d'intelligence artificielle. Et là, on a trouvé plusieurs liens plutôt, je cite, très sympathiques et effrayants
qui montre comme des grosses boîtes se sont retrouvées un peu dans la panade avec tout ça. Ouais. Cisco, Google, pour pas les citer. Et surtout que c'est marrant, c'est que les deux se sont fait choper sur la même chose. C'était leur solution Salesforce. Quoi. Je sais pas. Ça fait triple bad buzz pour les trois. Quoi. Mais c'est clair que bon, j'ai vu, je crois qu'il y a le VMH aussi. Enfin, en gros, c'est un même groupe de hackers qui seraient ciblés. Mais bon, ils savent où taper, quoi. Ils connaissent très bien la technique, quoi. Peut-être des gens. Et il y a sur un des liens, il y a justement le retour d'expérience de Google avec des schémas qui expliquent un peu comment ça s'est passé, etc. C'est vraiment super intéressant. Alors, L'attack path, où en fait c'est du social engineering. Où apparemment les attaquants se faisaient passer pour du support IT. Et ça leur permettait justement de récupérer ça c'est curieux. À différence de l'approche qui va dire je suis le PDG, c'est fait passer plutôt par des supports. Oui, je suis. Salut, c'est Yoann, je suis du support. Est-ce que je peux avoir le numéro qui s'affiche sur votre téléphone? Et hop. Wow. Donc apparemment c'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer dans certains systèmes. J'ai vu des liens qui parlent de ces mêmes attaques, mais avec des particuliers se faisant passer par des conseillers bancaires, mais c'est pas la première fois que je les vois par rapport à des entreprises dans ce sens-là. Il y avait une vidéo sur YouTube qui montrait comment une personne qui était un peu mentaliste, elle était capable de se faire passer pour n'importe qui et récupérer des informations qui étaient extrêmement personnelles sur une autre personne. Elle s'était fait passer pour une cousine éloignée, puis elle avait tapé une personne qui avait donné le numéro de téléphone d'une personne qui était un peu plus proche du cercle qu'elle cherchait. Et en saut de puce, à la fin, elle est tombée sur les informations qu'elle avait besoin. Elle s'est fait passer pour la personne auprès de la banque et elle a réussi à récupérer des informations qu'elle n'aurait pas dû récupérer. Ça, devant la personne qui se faisait pirater son identité. Et elle fait wow. Mais ses proches, ils savaient rien en fait de tout ça, quoi. C'était juste la personne était sûre d'elle, donc elle rentrait petit à petit, couche par couche. Donc si maintenant on est capable de rajouter en plus de l'IA pour ressembler à la voix de quelqu'un qu'on connaît. Mais l'ingénierie sociale est redoutable. Ça me permet de passer au lien suivant. On a parlé cet été plusieurs fois des attaques de supply chain vers NPM. Et là, il y a ce qui pour moi semble peut-être le plus gros depuis longtemps. Il y a une bonne douzaine de bibliothèques qui ont été infectées, y compris des bibliothèques avec plus de 350 millions de téléchargements par semaine, type Debug ou Chalk, des bibliothèques très utilisées qui sont embarquées dans plein de projets et pire, dans plein de frameworks. Et on était piratés. Et derrière, la façon, c'était de la pure ingénierie sociale, des mails bien craftés, des bons billets phishing à l'ancienne mais personnalisés vers des maintainers, plutôt des maintainers bien vétérans, c'était pas des newbies, et qu'en gros il indiquait qu'il fallait remettre à jour les crédentials, sinon l'accès allait être coupé. Et même des personnes qui avaient de la bouteille, qui connaissaient les risques, qui depuis des années, ils sont dans le monde de l'open source, on peut se faire avoir, tout le monde peut se faire avoir à un moment donné avec un mail bien vérifié, une adresse qui était très, très semblable à l'adresse officielle de NPM, et les coordonnées, les crédentials ont été compromis. Derrière, les bibliothèques ont été infectées, et cette fois, c'était les trucs de base. C'était derrière, il infectait les navigateurs de la personne qui se connectait sur l'application, et dès que la personne utilisait ce navigateur pour aller à un site de crypto-monnaie, il changeait le destinataire des transactions, c'est tout. C'est ça.
Mais dis-le si on t'ennuie, hein, Horatio. Ah non, mais c'est le truc de... Mais voilà, c'était pas sophistiqué du tout, c'était des purs appâts de gain. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est... Voilà, c'est des phishing, ce qu'il y a les plus classiques. Et malgré tout, bah, les gens se font avoir. Parce qu'effectivement, on est tellement inondé de mails et quand on te fait un mail avec une injonction comme ça, il suffit que c'est le moment où tu es un peu distrait, tu n'as pas eu ton énième café de la journée, bah, clique au mauvais endroit et les crédentials sont compromis. Ouais, et puis souvent, on a vu que ces trucs open source, c'est qu'aussi ils se mettent en pseudo-groupe, quoi. Donc, du coup, t'as une espèce de de pression globale des utilisateurs qui disent oui, moi j'ai besoin. Enfin, c'est Olivier Poncet qui l'a raconté très bien dans l'analyse de la faille qu'il avait fait l'année dernière, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point c'est pas instantané, que ça se travaille, que c'est un effet de masse et que du coup, tu peux arriver à faire craquer même les plus sérieux des maintainers. Et l'ingénierie sociale est redoutable, quoi. Tu vois un mail qui semble venir d'une personne que tu connais, qui te prévient d'un truc, l'URL semble convenir, il y a un HTTPS qui va bien, le certificat est en règle, toc, 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 à un moment donné, bah, oups. Et puis souvent, tu fais pas toutes ces vérifications-là. Tu vois un mail d'une personne qui te connaît, l'humain est faillible, quoi. Après, entre ça, l'attaque de supply chain par ajout de malencontreuse de code avec la IA dont Yannick nous parlait l'épisode précédent. En fait, effectivement, de plus en plus, c'est un constat on a vraiment un problème avec les dépendances de nos applications. On peut le voir comme on voudra, mais on a vraiment un problème et ça ne va pas dans le sens de s'arranger. Et de l'autre côté, je pense que collectivement, en tant que développeur, on a décidé de mettre la tête sous le sable et espérer que ça passe sans nous affecter. Il y a une stat qui est terrifiante. 50% des projets open source, c'est une personne. Oui. Et dans les 50%, c'est pas juste des side projects de personnes qui font ça pour leur plaisir. Il y a vraiment des dépendances qui sont utilisées par l'intégralité de tout l'écosystème. C'est une personne. Ouais, Cette stat est terrifiante. C'est là où il faut apprendre à rationaliser. C'est là où ça me fait penser au lien que tu nous as partagé, Horatio, quand on préparait sur on n'a plus besoin de JS, quoi. Ah oui, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est même pas que l'écosystème JS, c'est tout. En fait, Bien sûr, aujourd'hui, n'importe quel langage, n'importe quoi qu'on utilise, les dépendances, c'est à la base, tu vas utiliser des dizaines, voire des centaines de bibliothèques tiers parce que tu utilises une dizaine et chacune d'elles a une autre dizaine via dépendance transitive qui a une autre dizaine chacune et la cardinalité explose. Et là, par exemple, dans ce cas particulier, le gros problème, c'était pas les applications qui utilisaient la bibliothèque debug ou la bibliothèque Chalk parce qu'il n'y avait pas tant que ça d'applis qui les utilisaient directement. C'était tous les frameworks et les starters d'applications qui embarquaient ces bibliothèques-là et donc, de facto, ils se retrouvaient dans énormément d'applications finales. Et donc, la façon comme on développe l'écosystème open source, pour le moment, on n'a pas trouvé une solution au problème de dépendance. Et honnêtement, je pense que collectivement, on préfère ne pas trop se poser la question, mais ça va nous tomber sur la tronche tôt ou tard, quoi. C'est clair. Après, ce problème de dépendance, il existe depuis le début. Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, on le récupère depuis Internet. Avant, c'était des CD, des disquettes et des cassettes magnétiques qui avaient les informations. Là, le problème, c'est qu'on peut, à distance, modifier les informations de l'extérieur. Il y a une démultiplication aussi du nombre de dépendances dispo. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu en avais 3 qui se battaient en duel. Maintenant, tu en as une tous les 5 minutes qui pop pour dire je fais ça, mais en mieux, quoi. Donc, il y a un peu tout qui s'est ajouté. C'est ça, c'est un cocktail explosif.
Bon, en tout cas, nous, ça nous permet d'en parler à fur et à mesure de nos épisodes. On va dire ça d'un point de vue cynique, mais je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir attaquer un jour le fond des problèmes. Et ça, merci pour la transition, Mathieu, tout à l'heure, ça me permet de me lancer les prochaines lianes. Moi, qui dis que vous n'avez plus besoin de JavaScript, c'est bien la première fois, mais oui, les lianes, c'est littéralement ça. You no longer need JavaScript. Tu n'as plus besoin de JavaScript. Et les lianes est un article plutôt très bien construit, appuyé pour des démos assez sympathiques, qui dit, au fait, ça fait peut-être 15 ans qu'on met JavaScript de facto dès qu'on fait quelque chose pour le web. Au point qu'il y a 15 ans encore, des fois, on avait des gens qui désactivaient JavaScript dans les navigateurs. Aujourd'hui, si tu désactives JavaScript dans les navigateurs, tu peux même pas à peine aller sur la page, sur la homepage de Google, quoi. Et là, la question, c'est que HTML et CSS ont tellement évolué ces 15 dernières années que beaucoup de bonnes raisons pour mettre JavaScript partout sont pas si bonnes. Et ça m'a plu parce que ces derniers temps, j'ai travaillé pas mal avec une petite bibliothèque appelée HTMX qui propose plus ou moins la même chose, c'est d'arrêter de mettre des tonnes de JS partout, essayons d'utiliser au maximum HTML, CSS et des toutes petites touches de JavaScript là où c'est nécessaire. Sauf que l'article nous explique comme pour plein de choses, aujourd'hui on a des alternatives qui marchent très bien, et pour plein d'effets visuels, des animations, de la fluidité dans les pages. Et si tu combines ça avec une utilisation plus ou moins claire de navigation page par page, le fait de devoir partir pour tout de suite d'un framework JS devient de moins en moins nécessaire. Et là, Mathieu, tu me disais que toi, tu avais commencé aussi à jouer avec HTMX de ton côté. Tu me racontes un peu ton expérience? Bah oui, bah écoute, c'est grâce à toi, parce que c'est un talk que j'ai vu, je sais plus où je l'ai vu celui-là, où je me suis dit, tiens, j'en ai marre qu'à chaque fois je veux faire un petit projet, je me retrouve avec du React, du front, de l'Angular ou je sais pas quoi, avec des kilos et des mégas de pages web pour faire 3 crottes. Je dis, on fait un truc un peu simple qui reprend les bases pour quand on a des besoins très simples. Et donc du coup, j'ai essayé ce week-end pour un petit projet perso, pour gérer l'énorme catalogue de Picsou de mon fils. Et c'est vrai que c'est un vrai projet. C'est un vrai projet du dimanche. Mais moi, du coup, ça m'a permis de faire un truc très simple, très propre, hyper rapidement, sans avoir à monter toute une stack. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, couplé avec l'article là que nous a partagé, avec des trucs et astuces autour du CSS moderne, qui n'a rien à voir avec le CSS que moi, j'ai pu découvrir il y a 18 ans quand j'ai commencé. Et du ça coup, ne nous rajeunit pas. Non, pas du tout. On avait des cheveux à l'époque, mais faut pas le dire. Et ça, c'est vrai que du coup, ça fait quand même plaisir. Et je trouve, en plus, en termes de sustainable, c'est quand même bien, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut réduire la taille de nos pages, mais on fait rien pour. Et là, au moins, on se reconcentre sur le truc besoin. Et HTMX est plutôt bien fait et assez bien guidé en termes de doc et tout pour pouvoir se lancer et faire des trucs propres rapidement. Donc, bonne découverte. Dans le même sens, il y a un autre article très très sympa à vous partager. C'est sur, vous connaissez les nouvelles paradigmes de desktop d'Apple avec Liquid Glass, qui a des effets comme des verres partout dans les coins des fenêtres, c'est comme si on voyait la réfraction de la lumière dans une vitre et tout. L'article montre comment faire ces effets-là à base de CSS et de SVG, tout en donnant une leçon d'optique à l'intérieur de comment ça marche la réfraction de la lumière, les formules qui vont bien. Et l'article, déjà, c'est super bien conçu, mais aussi les résultats, c'est spectaculaire. Ça mettrait des JS en absolu, simplement avec des purs CSS et SVG, elle te fait le même type d'effet qu'on peut trouver sur les nouvelles interfaces Apple, et en même temps, ça te rafraîchit plein de concepts, comment ça marche la réfraction de la lumière dans les vitres et pourquoi les effets sont comme ça. Donc,
un autre à ajouter à la liste si tu as envie de voir la puissance des CSS modernes. Et quid des performances quand tu émules ce comportement en CSS? Parce que Apple, ils ont carrément écrit des papiers de recherche avec un hardware spécialisé pour pouvoir faire leur modèle. Je t'avoue, ce n'est pas si performant que ça, mais sur la plupart des ordinateurs modernes, ça passe, ça ne va pas te plomber l'ordi. Sur un téléphone, je n'ai pas voulu le tester, je t'avoue. Ça m'aurait fait un peu mal de dire... Mais, en tout cas, ce qui est curieux, c'est au moins sur CSS, tous ces types d'effets sont même plus performants que si on les codait en JS, sont plus bas, sont plus collés au moteur des navigateurs. Donc, oui, certes, ce n'est pas aussi performant que le vrai Liquid Glass sur un vrai Apple, mais ça permet de faire des choses très sympas si tu as envie de te taper un délire comme ça côté web. J'avoue. Oh, écoute, c'est tout ce que soit faire des trucs jolis avec le web, moi je suis un bon client. Après, le problème, c'est est-ce que ça restera lisible si tout le monde s'amuse à les mettre transparents partout? Ah ben moi, à la base, je trouve que c'est là c'est un truc perso, c'est une interface qui est très jolie. Pour mon ordi et mon téléphone, je préfère des interfaces plus simples avec moins de flioritures et graphiques, mais c'est moi. Parce qu'on voit souvent dans les films de science-fiction les personnes qui se baladent avec des tablettes transparentes. Ouais, c'est ça. C'est quand même une interface qui est pas très bien pensée. On voit ce que tu es en train de regarder, le soleil passe à travers, et toi tu vois pas ce que tu lis. C'est pas très discret, quoi. Ah bah là, c'est clair que c'est ça. Et il y a un super BD de Boulet, un dessinateur que j'adore, qui parle juste des écrans transparents. Je viens de vous le trouver. Celui-là, c'est carrément Hop, voilà. Ça date de 2023 et c'est très très drôle, mais effectivement, les écrans transparents pour faire des devices, je ne les vois pas. Les effets de comme si ton écran c'était une vitre et tout ça, bon, ça peut être marrant 2 minutes, mais pour moi ça va. En tout cas, c'est sympa de pouvoir les émuler dans les CSS. Mais par contre, je vous laisse le lien vers les billets de Boulet. En réalité augmentée, est-ce que ça n'aurait pas un sens par contre? Ça, je peux comprendre l'idée d'avoir une interface transparente qui est en face de tes yeux et qui ne te gâche pas la vue quand même. Là, par contre, je peux voir l'idée qu'ils peuvent avoir Apple de faire des trucs transparents partout. T'as déjà dans les voitures ce genre de truc en plus. Les voitures où t'as déjà ton compteur qui s'affiche potentiellement dans ton pare-brise. J'allais faire mon mieux et dire de toute façon les interfaces en réalité augmentée ne sont pas pour demain, mais vu la vitesse avec laquelle ces 2 dernières années la techno est en train de changer, je n'ose même plus dire ça. C'est sorti des avions de chasse, quoi. Il y a plus de personnes qui ont des ATH que les chasseurs. Bon. Et allez, j'ai fait un dernier lien et après je vous laisse la main parce que c'est aussi côté web. Je ne sais pas si comme moi, vous avez toujours entendu ces mythes-là sur l'accessibilité qui dit il faut pas utiliser les balises B et I, il faut utiliser Strong et EM parce que sinon les lecteurs d'écran sont pas capables de bien rendre les textes. Moi, j'ai entendu ça des dizaines de fois. Et en fait, j'avais jamais eu la curiosité de voir qu'est-ce que ça donnait. Il semblerait que 90% des gens sont comme moi, n'ont pas eu la curiosité de voir. Et quelqu'un s'est amusé à faire un comparatif avec les principaux lecteurs d'écran, qui soient ceux qui sont intégrés dans les navigateurs, des applications dédiées. Et le verdict, c'est pire que ce que je pensais. Parce que c'est pas que les balises B et I
qui sont pas restituées, c'est les balises strong non plus et EM non plus, Elles et sont- les styles italiques, par défaut, ils sont simplement ignorés. Et quand tu demandes dans les paramètres qu'ils ne soient pas ignorés, là c'est encore pire. Il va te dire gras à STRO. gras. Non, il va te dire, et voici le texte avec un mot gras, mot, pas gras, et continuer. J'ai pensé naïvement qu'il allait faire, et voici le texte avec un mot pour t'indiquer que c'était plus fort. Non, 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 c'est simplement un truc plutôt très crade, plutôt pas clair du tout, et qui montre qu'effectivement, si tu veux que ton texte soit accessible, peut-être il faudrait que tu t'arranges par ne pas avoir utilisé des balises et que simplement le texte soit assez explicite pour pas dépendre de la balise. Ça montre aussi qu'il y a énormément d'efforts à faire sur l'accessibilité. C'est ça. C'est Et Ouais, qu'il y a... depuis que les réglementations sont sorties sur l'accessibilité, il y a pas mal de sociétés qui sont un peu en panique, hein, parce que combien de sites intranet et extranet sont pas du tout RG2A. Et on a du boulot pour quelques années. Hein. Et je peux me permettre de faire les liens avec les liens précédents. Et justement, ça va aussi dans le sens, moins vous utilisez de JavaScript, plus vous utilisez simplement des bons billets HTML normal, avec les bonnes balises d'accessibilité qui va bien, plus simple ça va être que votre site/application soit accessible. Parce que faire de l'accessibilité en HTML, CSS, c'est un enfer. Faire de l'accessibilité en HTML, CSS, JavaScript, c'est carrément beaucoup plus compliqué même. Il n'y a pas encore des frameworks JavaScript d'accessibilité? Il y a des outils pour checker, mais je suis pas sûr que tu peux déjà te faire peur en faisant des contrôles avec des outils automatisés pour voir un peu le nombre de règles que tu entres. Oui, sauf que justement sur ça, j'ai vu plusieurs confs qui t'expliquent ces outils-là sont très bien, rien ne remplace avoir un vrai testeur formé à l'accessibilité et qui va te dire tout ce que ces outils-là laisse passer à la trappe. Donc ces outils-là, c'est peut-être un bon outil pour te faire peur et pour faire les trucs les plus basiques. Mais après, si tu es sérieux sur l'accessibilité, il te faut, au moins aujourd'hui, un humain bien formé qui fasse un vrai audit de ton app. C'est clair. Et ça reste, je ne sais pas, mais à ma connaissance, ça reste encore un truc qui n'est presque pas enseigné dans la plupart des formations et que c'est toujours pas... J'ai eu 1 heure en école d'ingé. Ça c'était il y a 15 ans, presque, non, mon Yannick, Oui. ça n'a pas trop changé depuis. Ah, je pense pas, non. Enfin, Non, j'avais c'est- des cours sur Python 2 à l'époque, donc du 2.2, pardon. Là, maintenant, on les forme à l'IA qui, elle, n'a pas été formée à faire des trucs accessibles. Donc, du coup, Paradoxalement, je lisais un autre article qui expliquait que la IA, ça aide d'une certaine façon l'accessibilité en rendant qu'elle comprenne mieux les choses quand ils sont en pur texte. Et donc, et qu'elle produit surtout des purs textes, donc sur un malentendu, il serait en train d'aider à l'accessibilité parce que si tu veux que la IA comprenne, tu as intérêt à faire les trucs les plus textuels possibles. Le code sera vérolé, mais il sera accessible. C'est pas gagné que ça sera accessible. J'ai dit plus accessible. J'ai pas dit accessible. J'essaie de vous trouver aussi les liens sur ça. Bon, ça y est, j'ai sorti toute ma panoplie de liens front. Changeons de sujet. Qui va s'exécuter sur les prochaines? vas-y, Johan, c'était un petit. T'avais pu me mettre pas mal de trucs. Moi, juste avant de commencer, comment ça s'appelle, le record de l'émission, j'étais en train de lire un article qui est sorti aujourd'hui sur le leak du Grid Firewall chinois qui vient de fuiter. Apparemment, il y a 600 gigas qui sont dans la nature avec des documents, des logs de travail.
et même des communications privées du système. Wow. Du coup, c'est assez impressionnant sur le peu d'articles que je viens de lire, c'était assez impressionnant. Et d'autant plus que ça montre aussi que l'entreprise qui a fait le Great Firewall, Gige Networks, je ne sais pas si je le prononce bien. Apparemment, ils fournissent du coup un logiciel clé en main. Donc, c'est-à-dire qu'ils le vendent derrière à d'autres pays, donc qui sont assez libres, donc comme l'Éthiopie par exemple, qui du coup ils installent le soft et hop, tout de suite tu peux ficher toute ta population. Donc c'est assez impressionnant de voir ça, et ça fait un peu peur quand même, mine de rien, de lire ce genre de news. Et on sait comment est-ce que ça a fuité avec... c'est des hackers, c'est des activistes, on sait quelque chose? Des activistes. Mhm. C'est un collectif activiste du nom de Endless Activista qui a balancé tout le code source, et ça vient de deux sources principales, donc Gige Networks et le laboratoire MESA. Donc c'est une académie chinoise de sciences. Wow. Et donc par exemple apparemment leur produit star, ça s'appelle Tiangu, et du coup c'est une solution tout en un pour un dictateur pressé, comme ils disent dans l'article. vous branchez, vous configurez, et hop, vous pouvez surveiller et censurer votre population. Et Tout moins comme cher Chine. que Palantir. Ah, c'est ça. Et donc ça révèle qu'il y a plusieurs pays qui l'ont acheté dernièrement. Ok. Voilà, c'est maintenant que ça a fuité, il faudra voir si ça permet de changer quelque chose ou si simplement ça va derrière donner des idées encore à d'autres sur comment mieux perfectionner le système, quoi. C'est ça. Et là, ça serait la tristesse qu'on voit qu'il y a des pays européens dans la liste des acquéreurs. Il y avait Bah, écoute, pour le moment, en tout cas, au moins on a une vision plus claire de à quoi ça peut ressembler. Bah, en plus, en ce moment, il fait beaucoup parler de lui parce que c'est en fin août, non, qu'ils avaient bloqué le port 443 sur le firewall, et donc il n'y a plus personne qui pouvait communiquer avec la Chine pendant plus d'1 heure. Je crois que c'est fin août. Donc, Un port de plus, un port de moins, ça peut servir à quoi? bah là, au moins, c'est assez radical. Surtout le 443, il est un petit peu utilisé. Le 20 août, ils ont bloqué le port 443. Ouais, il y avait eu beaucoup d'impact chez Google, chez Apple, etc. De mémoire. Wow. Bon, bah, à suivre, je pense qu'on aura plus d'informations à fur et à mesure que les gens vont s'amuser à décortiquer toutes ces masses de données. Bah, il y a 571 gigas apparemment. Ah oui. Donc ça en fait de la lecture. Bah, nickel. On n'oubliera pas de raconter la suite à fur et à mesure que d'autres informations apparaissent. C'est ça. On va avoir des noms qu'on n'a pas envie de voir dans les 500 gigas. Ah, les papers, c'est un problème. On verra qu'est-ce que ça donne en effet. Allez, on va passer au lien suivant. Tiens, qui nous a mis là quelques liens outils sur l'outillage gratuit, sympathique? Ouais, c'est moi qui ai remis ça parce que je suis retombé dessus l'autre fois. 2 liens que j'utilise pas assez, mais qui, pour coup, sont vraiment, à mon avis, plutôt intéressants. C'est Free4Dev, qui est en gros un site qui recense tous les outils gratuits ou ayant ce qu'on appelle des tiers gratuits pour les développeurs. Quand on a des besoins, donc ce qui peut être plutôt pratique quand on cherche quelque chose. On va toujours apprendre avec des pincettes parce que le côté gratuit, des fois, est pas forcément vrai, mais au moins des fois ça peut donner des outils quand on a un besoin unitaire à un moment de faire ça. C'est une petite liste qu'ils mettent régulièrement un jour, donc c'est quand même plutôt bien. Et un deuxième qui s'appelle ittools.tech,
qui lui est un site qui référence tous les outils online quand on a besoin de valider son token JWT, valider un hash, faire une conversion JSON to TOML, je sais pas quoi. Donc il y a plein d'outils comme ça en ligne. Comme ça évite d'installer 15 000 outils sur son poste comme on fait tous. Et donc de s'emmerder avec les mises à jour, les sécurités. Et donc pareil, plutôt très utile pour des donc c'est des petits outils du quotidien. Donc c'est 2 sites qui référencent un peu tout ça pour donc à mettre dans vos marque-pages préférés pour pouvoir être efficace quand vous avez des trucs comme ça et pas avoir une myriade d'outils installés sur votre poste pour rien. Et voilà, comme Mathieu il s'est racheté de l'épisode précédent où il nous donnait des outils inutiles, cette fois il a décidé de donner des liens avec plein d'outils utiles. On installe plein d'outils inutiles sur son poste et des trucs utiles on les installe pas. Bien. En effet, carrément. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres liens par là. Tiens, qui nous a mis un lien sur une mission de contrôle sénatorial sur la IA? Enfin, moi, Bon, bah, c'est un lien ça parle c'est de un quoi lien justement des sites de Sénat dans lequel il parle d'une mission de contrôle sénatorial sur la IA, mais à différence d'autres missions précédentes, là, il s'attaque enfin au côté l'IA et la création, les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, et le fait, c'est le côté un peu prédateur, mais aussi le côté partage de valeurs que cela peut générer. Donc, ça donne un rapport assez long, mais la bonne nouvelle, c'est que les rapports, il est en HTML, c'est accessible, donc vous pourrez demander à votre IA favorite de vous faire un résumé. De vous mais faire la basiquement, traduction du résumé. Je vois un mot que je ne savais même pas qu'il existait. laquelle? Turiféraire. Tu mets ça au Scrabble, t'es le roi du monde. Et j'ai été chercher la définition, ça veut dire porteur d'encensoir. Ah ouais. Ok. C'est- Ah oui, c'est un rapport sénatorial, il utilise des mots savants, bien entendu, des mots savants, mais c'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez demander à l'IA de vous les résumer, mais basiquement, au moins, il ne part pas sur la vision l'IA est tout bon ou tout mauvais, ça semble un peu plus nuancé, parler des problèmes que ça peut générer par rapport effectivement à la propriété intellectuelle, que ça soit les données d'entraînement, que ça soit la possibilité de faire des copies ou des faux, et aussi des potentiels positifs que ça peut avoir. Donc, si vous voulez vous amuser à voir un peu un aperçu de la vision que nos politiciens peuvent avoir des outils de IA qu'on utilise tous les jours, c'est un lien intéressant. Et surtout, je pensais que la personne qui nous l'avait posté allait nous raconter plus en détail. Là, je suis carrément déçu, quoi. Je te dis, il faut demander à l'IA. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut nous en dire? Allez, il nous reste des liens encore. Et là, je voulais vous parler encore un autre lien front, vu que personne d'autre ne balance des choses. Je verrai bien avec Meluvi. C'est la nouvelle version de Storybook. Storybook, c'est une petite bibliothèque très sympathique qui permet de documenter tes applications et tes composants d'une façon beaucoup plus interactive qu'une documentation classique. Avec tes composants, tu vas pouvoir avoir les rendus, toute l'information sur comment les utiliser, tu vas pouvoir les tester en live, et tout ça auto-généré à partir de ton code. Donc Storybook, c'est devenu un outil incontournable. Moi, je l'utilise côté Web Component, mais tous les frameworks l'utilisent beaucoup, tous les catalogues de composants se documentent surtout avec ça. Et ce qui est sympa, c'est que depuis plusieurs versions, ils arrivent à la 10 maintenant, depuis la version 8, se sont centrés en réécrire une bonne partie de la bibliothèque, réduire la taille et passer à JavaScript moderne avec des modules, entre autres choses.
Et non seulement ça a rendu la bibliothèque beaucoup plus performante et plus facile à utiliser aujourd'hui, mais ça a réduit aussi sa taille de plus de 60%, 50% entre la version 8 et 9 et 15% de plus entre la version 9 et 10. Ça, le travail que ça montre qu'aujourd'hui, avec les dernières évolutions de JavaScript, on peut faire les choses d'une façon beaucoup plus simple et plus performante que ce qu'on faisait avant. Donc, quelque part, qu'une bibliothèque aussi grosse et aussi utilisée fasse l'effort de migrer, c'est intéressant, mais c'est surtout intéressant de voir les résultats en termes de performance et en termes de lignes de code. Petit rappel que, effectivement, le JavaScript qu'on peut utiliser aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir avec le JavaScript de 2017-2018 et encore moins avec le JavaScript de 2011-2012, quoi. Ça a un petit peu évolué. Un chouïa. Un chouïa. Après, ça reste notre bon vieux JavaScript, mais quand même. Allez, d'autres liens que vous tiennent à cœur? Sinon, Mathieu, tu m'as dit que tu avais quelques side projects sympas sur lesquels tu travailles en ce moment. Tu veux nous en parler? Écoutez, si vous avez rien de plus intéressant, on peut parler de mes side projects. Tu insinues que tes side projects sont pas intéressants. On a une règle. C'est tous nos invités doivent nous raconter ces side projects. Je te rappelle des choses comme la caméra à sanglier de Sylvain Voilès ou les dernières innovations domotique d'Erwan. Non. En effet, c'est l'énorme. Donc, tu as des side projects, tu nous les présentes. Vas-y. Le tout dernier en date, celui que j'évoquais tout à l'heure, c'était pour la bibliothèque de Picsou de mon fils pour essayer HTMX. C'était un peu une excuse, quoi. Et deux que j'ai fait depuis un peu plus longtemps, c'est un que j'ai appelé Heimdall, qui en gros, à l'époque où je me suis mis au Go pour apprendre le Go, je me dis bien, comme tout le monde, je vais faire une CLI en Go, parce que sinon c'est pas drôle. Et je me dis, tiens, j'ai souvent des galères avec, j'ai plein de repos, Git de partout. Et à chaque fois, il faut aller dans tous les repos pour voir si tu es à jour. Et ça, je me suis dit, c'est saoulant. Donc, j'ai fait un petit outil qui permet de donner un répertoire de travail et il scanne tout. Il dit si on est à jour ou pas. On peut faire des pools en automatique, etc. Et du coup, ça faisait un moment que j'avais pas bossé dessus. Je me dis, tiens, j'aimerais bien refaire quelque chose. Et j'ai fait un post sur Blue Sky. Et j'ai dit, tiens, si vous avez des idées pour l'outil. Et on m'a dit, ouais, moi, quelqu'un qui m'a dit, ouais, tous les matins, j'ai ma routine où je fais un Git pull for, etc. pour être sûr que je suis bien à jour. Et donc, j'ai fait une petite nouvelle commande qui s'appelle le Good Morning dans Heimdall où pareil on peut lui donner un répertoire et il va appliquer sur tous les repos Git qu'il trouve dans ce répertoire et sous-répertoire la routine du matin qu'on veut faire, histoire que ça soit pratique et efficace. Ce qui permet moi de m'amuser avec Go et les terminal interface avec des outils sympas. Excellent. Donc, ça veut dire que je l'ai fait à la racine de mon répertoire où j'ai mes 60 millions de projets et il va... Normalement, oui. Excellent. Oui. Il finit vers midi. Il te fait good morning. Donc, vraiment beaucoup de choses. Il fallait me récupérer toutes les dépendances qu'on était verrouillées pendant la nuit par une attaque de supply chain, me les mettre dans mon appli, m'en s'assurer que je vais les savoir sur mon poste, mais c'est génial. Non, ça, je rénovate ça. Mais le Bleeding Edge. En tout cas, c'est super intéressant comme projet parce qu'en effet, ces routines-là d'Étienne, je vais voir si les différents projets AppStream sur lesquels mes projets dépendent ont bougé. Et... C'est comment on se remet à jour le matin. Ça, c'est celui que j'ai travaillé depuis, ça fait un an un peu plus, où j'essaie de faire des choses. Et puis un autre que j'ai fait plus récemment, c'est nous, côté Sopra, on travaille beaucoup avec GitLab. Et j'aime beaucoup GitLab, mais j'aime pas du tout leur dashboard de monitoring. Et du coup, je me suis fait un petit outil pour monitorer, pareil, parce que j'ai dans notre plateforme, notre e-learning plateforme qu'on a, on a plein de groupes, plein de projets sur les assets qu'on maintient et tout. Et j'avais pas une vraie vision centralisée, un peu orientée product owner de mes issues, mes merge requests, tout ce qu'il y avait en cours. Donc je me suis amusé à faire ça. Pareil, ça m'a l'idée de base du side project, c'était m'amuser à faire du vibe coding. On en parlait dans l'épisode précédent. Donc j'ai fait beaucoup de choses en vibe coding, et puis après j'ai refait beaucoup de choses à la main. Mais du coup, c'est un petit outil un peu visuel pour savoir un peu pour vos groupes, sous-groupes, projets dans GitLab, vos issues, depuis quand elles sont là. Vous pouvez filtrer par label et tout. Donc essayer d'avoir un truc un peu visuel sur votre suivi de tâches dans GitLab. Nickel.
Parfait. Bah, merci pour ces outils-là. Et donc, et quelqu'un m'a ajouté un lien sur Jujutsu. C'est qui Ouais. a... Moi, Alors, racontez-nous. ça m'est venu à l'idée, on entend parler de Heimdall. En ce moment, je suis en train de tester un outil qui est en fait une interface au-dessus de Git qui permet d'automatiser plein de tâches. Il y en a une qui est vraiment pas mal, c'est, je pense que ça vous est toujours déjà arrivé, c'est vous êtes en train de travailler sur quelque chose, vous avez besoin que le code soit push, et du coup, votre Git commit message, il va ressembler à whip ou test ou n'importe quoi. Jamais. Non, jamais. Jamais, bien sûr, jamais. Gigi, il a un mode en fait qui permet de venir écrire du code et automatiquement, il va créer un commit en même temps que vous êtes en train de modifier vos sources. Et du coup, quand vous allez push le code, en fait, il va push le commit en mettant à jour les branches de la bonne façon. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir votre tour de whip test alors que vous êtes en train de tester votre pipeline, par exemple. Ce qui permet d'avoir un cycle de développement qui est beaucoup plus naturel, en fait. On n'est plus en train de manipuler quelque chose qui est purement mécanique du fait de la technologie de Git qui demande d'utiliser des commits, mais on va plutôt dire, là, je suis en train de travailler sur telle fonctionnalité. Du coup, on va créer ce qu'on appelle un changement. Et dans ce changement, on va venir faire des modifications. Et ces modifications vont engendrer des commits. Et le système, il est pensé pour venir créer les commits qui vont bien au bon moment pour pouvoir faire les bonnes choses. Et il y a un autre truc qui est super. C'est Ça quand a un côté vous presque êtes, magique, dit comme ça. Ah, c'est magique, ouais. Quand vous êtes un peu comme moi qui aimez bien faire plein de choses en même temps, il se peut que vous soyez en train de travailler sur une feature 1, une feature 2, une feature 3 et que vous ayez besoin de faire la code review d'une autre personne. Dans Git, vous êtes obligé de faire un stash, remiser le code, switcher sur la branche et après revenir en arrière pour faire les choses à l'envers pour pouvoir récupérer votre code une fois que vous avez fait votre code review. Mhm. Avec Gigi, c'est j'ai un changement A, j'ai un changement B, j'ai un changement C, je veux l'éditer. C'est tout. Et on se retrouve à avoir l'état dans lequel le dernier commit qui a été créé par le changement a mis l'index. Parce qu'en fait, dans Gigi, il n'y a pas d'index. L'index, il est complètement virtuel parce que ça crée les commits au fur et à mesure qu'on est en train de faire des modifications. Et on n'a jamais l'état de... Non, tu peux pas quitter, là, il y a un problème. Là, ton état d'index, il est sale. Je te laisse pas sortir. Nettoie l'index, soit tu le stashes, soit tu vires les fichiers qui ne sont pas indexés, soit tu fais ce que tu veux, mais tu me rends propre l'index et après, je te rendrai la main. Avec Gigi, tu peux quitter à n'importe quel moment un état pour aller dans un autre état. Waouh! Ce qui permet de faire un truc, c'est de pouvoir faire des rebases sans avoir besoin de gérer les conflits. En fait, on peut créer des conflits et les résoudre plus tard. Mais ça n'empêchera jamais de faire un rebase. Il y a une phrase dans la documentation de Jujutsu, donc Gigi en abrégé, qui est de dire que vos rebases ne faillent jamais. Ils peuvent être en conflit, mais ils ne faillent jamais. Parce que vu qu'il est capable d'assembler un changement A sur un changement B, il n'y a pas en fait de souci de se dire ce truc-là, il est en conflit avec celui-là. Oui, il est peut-être en conflit, mais on peut créer un autre changement qui va venir résoudre le conflit. Et donc, c'est un outil client-only, ça veut dire que tu peux l'utiliser sur un repo Git quelconque, même si tes camarades ne l'utilisent pas, utilisent Git classique. Exactement. Ils ont un mode qui s'appelle Collocate, qui permet d'avoir à la fois un répertoire .git et un répertoire .jj. De base, normalement, il crée juste un répertoire JJ et puis voilà. Mais si vous avez envie de conserver votre outil Git, parce que vous avez peur peut-être d'avoir votre JJ qui corrompt votre projet, vous pouvez conserver le dossier Git, manipuler les choses avec Git, et en fait, Gigi, il est capable de se resynchroniser sur l'état du repo Git pour créer son propre état.
Et chose qui est pas mal, c'est que Gigi, il est compatible avec l'intégralité de tout l'écosystème que vous pouvez avoir. Donc, si vous utilisez GitHub, GitLab, Git ou n'importe quel système qui fait du remote repository, en fait, vous n'avez rien à changer. Tu nous C'est l'as plutôt bien pas mal. vendu en tout cas. Ouais. Et en plus, ils ont fait leur site en MKDocs, donc très bon choix de documentation. Il y a juste un petit bémol d'ailleurs, c'est la documentation n'est pas totalement à jour sur le site. Il y a un article qui permet d'avoir les vraies informations à jour. Ok, merci pour ces liens. Et je pense qu'avec ça, on a presque 1 heure, donc on va pouvoir s'arrêter là. Et comme d'habitude, il nous faut une musique de fan. La dernière fois, c'était Johan qui nous avait proposé la OST de Clair-Obscur. Maintenant, Mathieu, Yannick, Ah, je veux bien. On peut qu'est-ce que rester vous dans les écoutez en ce OST. moment? On peut rester dans les OST. Je suis en train de faire Silsong, qui est la suite d'un jeu qui s'appelle Hollow Knight. Et la bande-son a été faite par un vrai chef d'orchestre. Et du coup, la bande-son peut s'écouter comme de la musique de code, parce que c'est vraiment... c'est de l'art, quoi. C'est de l'art. D'ailleurs, si vous avez envie de faire Silsong, je vous conseille de faire le tuto qui s'appelle Hollow Knight. Parce que la difficulté qu'ils ont pris de base pour le deuxième jeu, c'est ils se sont dit, bon, les gens, ils ont fait Hollow Knight, on va pas tout leur réapprendre. Ok. Donc, Hollow Knight Silsong et une autre OST de jeux vidéo pour finir cet épisode. Merci à vous trois. Merci Mathieu, c'était un vrai plaisir de t'avoir là. Ça ne sera pas la dernière fois, j'espère. Merci beaucoup pour l'invitation, avec plaisir. Merci Johan, aussi ta première participation au Massy, c'est top. Merci d'avoir été là pour ces 2 épisodes. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Et Yannick, merci d'être un habitué de Massy. On compte sur toi aussi pour revenir bientôt. Et merci à tout le monde de nous écouter. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Bonne journée.